Vraiment une très petite, bonjour, bonsoir, une très petite vidéo parce que je vais vous présenter les théories les plus citées en gestion. Hein. Alors, c'est relatif, hein, il faut le dire, parce que ça dépend ça dépend du professeur, mais les noms, ces noms-là dont je vais vous citer, moi-même, qui vont venir de moi, et ces noms-là, quelle que soit la personne ou le professeur qui aurait à parler de la gestion, ou du moins quel que soit le professeur qui enseigne la gestion dans le monde, il va parler de ces gens-là. Ce sont les pairs du management. Et c'est pour cette raison que nous allons ensemble et j'appelle ça les pairs ou les grands auteurs. Hein. C'est mieux de dire, et on peut parler des grands auteurs, hein, des grands auteurs en gestion, ou les théories les plus citées en gestion. Je commence avec Max Weber. Max Weber nous a présenté l'autorité dans les organisations. Okay? Max Weber, qui a vécu de 1864 jusqu'en 1920, et il nous présente l'autorité dans les organisations. Et c'est ce monsieur-là qui a parlé pour la première fois du rôle d'un gestionnaire ou le rôle du leader dans une organisation. Il nous a présenté trois types d'autorité et il oppose ces autorités-là au pouvoir. C'est important. Laissez-moi clarifier pour vous. L'autorité, c'est un droit que vous avez de commander. Le droit de commander. On est là? Le pouvoir, c'est votre capacité, hein, votre capacité à faire les choses. C'est pour cette raison qu'on dit que un bon gestionnaire doit nécessairement avoir les deux. Un bon gestionnaire, je dis un bon gestionnaire, parce que l'autorité, c'est exercer son pouvoir de façon légitime. On est là. Et je vous donne un exemple, peut-être qui n'est pas en gestion, mais pour vous permettre de bien vous situer, c'est pour permettre de bien comprendre la chose. Je vais vous parler de ça. Écoutez, laissez-moi vous dire. Par exemple, un policier et un bandit. Les deux ont ce que nous appelons le pouvoir. Parce que les deux peuvent utiliser une arme. Mais seul le policier a le pouvoir légitime, qui est l'autorité. Est-ce que est là? Le droit. Je reviens à notre organisation. Dans une organisation, regardez, on vous nomme directeur, vous avez le droit. Mais il faut bien l'exercer là, il faut exercer votre pouvoir parce que vous avez le droit de commander, mais le pouvoir, c'est votre capacité à exercer cette autorité-là. D'accord? Donc, il a parlé d'abord, il y a l'autorité rationnelle qui est le plus utilisée dans les organisations. C'est la rationalité, on veut toujours être rationnel, on regarde les résultats, les buts, la performance. Et c'est vraiment le plus populaire, l'autorité rationnelle des organisations. Ensuite, il y a l'autorité traditionnelle. Hein. L'autorité traditionnelle, c'est le système héréditaire. Hein. Ça veut dire l'entreprise familiale. Okay? De père en fils, ou de mère en fille. Donc, les traditions, ou la tradition, ou les traditions, si on veut bien. Ensuite, il y a l'autorité charismatique. Ça, c'est le charisme. Hein, ça, c'est le pilier d'une administration efficace. Quelqu'un qui a son charisme, il utilise son charisme pour faire avancer l'organisation. Je regarde les gens comme Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy, on a parlé de ces gens-là, Malcolm X, Nelson Mandela, peut-être vous pouvez en mettre d'autres. Ok, vous pouvez en mettre d'autres. C'est à vous de savoir
et d'essayer de voir le charisme des gens. OK? Donc, c'est ça. Donc, l'un des auteurs les plus cités, comme je vous dis, je vous ai parlé de notre ami euh, euh, qui fut le premier à parler de l'autorité dans les organisations, c'est Max Weber. Le deuxième auteur, ouais, la deuxième théorie la plus citée, c'est les 5 piliers du management moderne, qui nous a été proposé par notre ami Fayol. Fayol, il a vécu de 1841 jusqu'en 1925. Et regardez, ces gens-là ont vécu pendant cette période de... soit ils sont morts pendant la guerre ou après la guerre, ou entre les deux guerres. Est-ce que vous comprenez? Et c'est important parce que pendant ces périodes-là, on arrive à développer des théories. Hein? Je profite pour vous parler de, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont nés pendant la première, après la, ou pendant la Première Guerre mondiale ou entre les deux guerres. On les appelle des baby boomers. C'est parce que lorsque les gens restent à la maison, ils font beaucoup d'enfants. C'est baby boom. Il y a eu un boom de bébés, baby boomers. Mais pendant cette période aussi, pour la gestion, pendant la guerre, les gens restent à la maison. Après la guerre, les gens sortent. Et ces gens-là sortent, il va y avoir quoi? Un boom économique. Ah ouais, c'est la même chose qui va se passer après le coronavirus. Après le coronavirus, il va y avoir l'économie va exploser dans un certain sens. Il va y avoir un boom économique. OK? Donc, Fayol, c'est le PODC, prévoir et planifier. Prévoir, c'est agir. Mais là, et organiser, c'est PODC, c'est ce qu'on a vu avec Fayol, c'est l'administration. Et on organise tout ce qui est utile au fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire matériaux. C'est ce qu'on appelle les ressources humaines, ressources matérielles, ressources, comme vous voulez, hein, ressources financières. Ensuite, il y a commander ou diriger. Commander, on laisse de côté maintenant parce que actuellement on ne parle plus du commandement parce que commander, c'est faire en donnant les ordres. Actuellement, on parle beaucoup plus de management qui est beaucoup plus participatif. On essaie d'impliquer les gens. C'est pour cette raison on n'appelle plus les employés des employés ou des salariés actuellement. On parle beaucoup plus d'associés, ce sont des associés. On parle de collaborateurs. Est-ce qu'on est là? Et là, on a vu planifier, organiser, diriger, et puis on dirige le meilleur des agents qui composent l'unité. Et coordonner, c'est mettre en harmonie, hein, et puis contrôler, c'est vérifier la conformité. Vérifier pour voir si les objectifs ont été atteints. Hein, et prévoir, c'est le point de départ de ce processus. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que sans la planification, il n'y aurait rien à organiser, rien à diriger, aucune nécessité de contrôler. Parce que les objectifs n'auraient pas été déterminés. Planifier, c'est déterminer les objectifs. Contrôler, c'est vérifier pour voir si les objectifs ont été vraiment atteints. D'accord? Ensuite, troisième auteur, c'est McGregor, hein, qui a vécu de 1906 jusqu'en 1964, qui nous a présenté la théorie X et la théorie Y. La théorie X, c'est le management autoritaire, je vais vous l'expliquer, et la théorie Y, c'est le management participatif. La théorie X nous dit que la plupart des êtres humains sont paresseux. Et vous allez voir ça vous-même. La plupart des êtres humains sont paresseux. Ils ont besoin de la carotte et du bâton pour avancer. Ils sont immatures, ils ont besoin d'être dirigés. Ça, c'est le point de vue qui est du côté du patron. Le patron nous voit comme ça. La plupart des êtres humains sont paresseux. La plupart des patrons aussi nous voient comme ça. Et vrai, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient rester chez eux et pour qu'on leur envoie un chèque. Ça. Moi, c'est pas une fausse modestie. Moi, je serais très mal à l'aise de rester chez moi sans travailler, hein, chers amis, je vous le dis. Hein. Il y a des gens qui aiment ça, mais il ne faut pas leur en vouloir. Hein. C'est leur point de vue, c'est leur façon de faire.
On dit que ces gens-là n'aiment pas les responsabilités. De l'autre côté, il y a la théorie Y qui nous dit que les individus ont psychologiquement besoin de travailler, hein, et ils désirent s'accomplir, ils sont adultes. Et si vous regardez ces deux variables en mathématiques opposées, X et Y. La théorie X est du côté du patron et la théorie Y, bien sûr, est du côté de l'employé ou du côté des collaborateurs ou du côté des associés. Ensuite, on retrouve notre ami Taylor. Taylor, chers amis, comme on a vu, c'est le fondateur du mouvement OST, Organisation scientifique du travail. Il a dit qu'il faut éliminer les gaspillages. Gaspillage de temps, d'argent, c'est-à-dire les ressources. Ok. Et il a dit le principal objectif du management est d'assurer le maximum de prospérité, aussi bien pour l'employeur que pour chaque employé. Qu'est-ce que ça signifie? Maximum de prospérité. Pour l'employeur, maximum de prospérité, c'est le développement de tous les aspects de l'entreprise et non de gros profits à court terme. Et pour l'employé, c'est maximiser les profits et développer. Et il faut développer le personnel et non de gros salaires tout de suite. Okay? Ensuite, on retrouve les principes de base de la décentralisation dans les grandes entreprises qui nous a été proposé par cet auteur-là qui s'appelle Alfred Sloan. Il a vécu de 1875 jusqu'en 1966. Il est le dirigeant de la GM, General Motors. Il a inventé le modèle de l'entreprise décentralisée et multidivisionnelle. Hein? Alors, c'est ce monsieur-là qui a fait de la GM, General Motors, ce que la GM est jusqu'à présent. Parce que quand il est venu dans les années 21, la GM, General Motors, allait mourir. C'était une entreprise moribonde. Et il a fait de cette entreprise l'un des principaux constructeurs d'auto des États-Unis jusqu'à présent. Il a appliqué ce qu'on appelle une structure de décentralisation fédérale. Laissez-moi vous expliquer ça. La décentralisation, il a dit oui, bien sûr, on peut avoir un siège social à Washington, mais il faut donner du pouvoir aux autres départements, ou en d'autres termes, qui sont dans d'autres États, d'autres provinces. Il faut leur donner du pouvoir. Ils peuvent prendre des décisions importantes. On est là, ce n'est pas déconcentration, c'est décentralisation. Ensuite, on retrouve notre ami Maslow, qui est un petit peu dans la motivation. Hein. Maslow a vécu, hein, c'est un peu proche, hein, de 1908 jusqu'en 1970. Il nous a présenté une hiérarchie des besoins. Là, je ne vais pas parler parce que j'ai des problèmes avec la hiérarchie des besoins, parce que moi, je ne crois pas que les besoins doivent être hiérarchisés. Mais c'est lui, il a parlé des besoins primaires, besoins physiologiques, ensuite les besoins de sécurité, besoins sociaux et d'affiliation, besoins d'estime et de reconnaissance et besoins de réalisation de soi. Il a dit, on commence avec les besoins primaires pour arriver aux besoins secondaires, aux besoins qui se trouvent au sommet. Mais moi, je dis souvent, les besoins physiologiques, je suis d'accord, mais il y a des gens qui ont de l'habitude, qui ont des problèmes à trouver de quoi manger, mais qui montent quand même au sommet. Ok, je me souviens quand j'étais très jeune, il y a plusieurs années, chers amis, dans ma classe, il y avait quelqu'un, quand j'étais très jeune, il avait des problèmes, il ne pouvait pas trouver à manger, là. On lui donnait, lorsqu'on était dans ce qu'on appelle la récréation, et on lui donnait à manger, mais il faisait toujours partie des deux premiers. Et je peux aller plus loin. Il y a des spécialistes en psychologie qui utilisent Maslow pour dire si on a eu des moments difficiles dans notre jeunesse, on ne peut pas monter, ça va être difficile de monter, etc. Mais il y a des gens qui ont perdu leur père et leur mère très tôt dans la vie et puis qui sont montés. Bon, je peux prendre un exemple qui n'est pas dépourvu de valeur. Jésus, le père adoptif de Jésus, qui était Joseph. Joseph n'était pas là à la crucifixion,
Mais Jésus était un homme parfait, il faut le dire. C'est le plus grand leader de tous les temps, cet homme parfait-là, qui est Jésus. Il faut en parler, le plus grand leader. Mais Jésus était un homme parfait, mais il a vécu aussi, même si son père adoptif n'était pas là. Ça, tout cela pour vous dire, la hiérarchie des besoins, là, ça dépend. Par exemple, besoin physiologique, le manger, par exemple. Quelqu'un qui est en Amérique du Nord, le manger n'est pas un besoin, il ne donne pas beaucoup d'importance à ça parce que c'est quelque chose qui vient très facilement, il trouve à manger. Peut-être dans des pays tiers-monde, on a de la difficulté à trouver à manger, mais maintenant, besoin de sécurité en Haïti, on en a besoin. Et, et dans cette hiérarchie-là, c'est besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin sociaux et d'affiliation, besoin d'estime et de reconnaissance et besoin de réalisation de soi. Ensuite, l'autre auteur que nous retrouvons, c'est Alfred Chandler. Il a vécu de 1918 jusqu'en 2007. Ce monsieur-là et Chandler, c'est lui qui a parlé, qui a proposé la planification stratégique pour l'entreprise avant la structure organisationnelle. Ça aussi, c'est un autre débat. Il y en a qui parlent de planification avant la structure, il y en a d'autres qui vont vous parler de la structure avant la planification, c'est la poule et l'œuf. Moi, je crois que la poule vient avant l'œuf, parce que Dieu a créé la poule, mais c'est l'œuf qui va créer la poule. Il y a un dilemme, hein? C'est la même chose pour planification, c'est la même chose pour structure et stratégie. Si vous avez une stratégie, vous allez mettre en place une structure. La nouvelle structure va provoquer une nouvelle stratégie. Et cette nouvelle stratégie va provoquer quoi? Une nouvelle structure, c'est la poule et l'œuf, hein? Donc, stratégie, c'est détermination des buts, des objectifs à long terme. Et la structure, c'est la manière dont l'organisation est assemblée pour appliquer la stratégie que vous allez choisir. Il a dit que la décentralisation est importante. Ensuite, on retrouve Harry Igor Enzoff, qui a vécu jusqu'en 2002, hein, 1918 à 2002, la théorie et la pratique de la planification. Il a dit qu'il y a des questions qu'on doit se poser lorsqu'on veut faire de la planification. Quels sont les objectifs et les buts de l'entreprise? L'entreprise doit-elle chercher à se diversifier, c'est-à-dire dans quel domaine, avec quelle vigueur et comment l'entreprise doit-elle se développer et exploiter sa position actuelle en matière de choix de produits marché. Je m'explique. Quels sont les objectifs et les buts? Ça veut dire les buts, ce sont les résultats. Dans une planification, vous devez savoir le résultat que vous voulez atteindre. Hein? Est-ce que vous voulez diversifier? Ça veut dire plusieurs domaines d'activité stratégiques. Est-ce que vous allez vendre des ordinateurs, des batteries pour ordinateurs, des chargeurs pour ordinateurs, etc. C'est ce qu'on appelle une gamme de produits. On est là. Et dans quel domaine, avec quelle vigueur, hein, quelle vitesse, et comment l'entreprise doit se développer et exploiter sa position actuelle en matière de choix. Quel produit pour quel marché? Merci beaucoup, chers amis, et vraiment, et vraiment à la prochaine.